Bonjour à tous et merci au Cercle Aristote de me permettre de m'exprimer aujourd'hui. Alors je m'exprime dans le cadre de la sortie d'un livre qui s'appelle Une histoire naturelle de l'homme aux éditions de l'Artilleur. Et donc ce livre est intitulé L'écologie serait-elle une diversion? Donc en fait ce livre est une réflexion d'ordre anthropologique, philosophique sur notre espèce mais aussi sur l'écologie. En fait, j'essaie de répondre à la question «Qu'est-ce que l'homme?», mais à la lumière de son récit de l'écologie. Alors en fait, l'intervention d'aujourd'hui ne va pas porter tout à fait sur l'histoire naturelle de l'homme, mais va être plutôt un pont entre ce livre-là et sur le prochain que je suis en train d'écrire, qui aura une ambition beaucoup plus opérationnelle. Celui-là n'a pas d'ambition opérationnelle, il ne va pas nous expliquer comment on agit sur les problèmes d'environnement ou d'écologie, simplement il va nous aider à comprendre comment justement, qu'est-ce que c'est ce phénomène de l'écologie. Mais le prochain sera plus opérationnel sur justement comment traiter ces sujets-là d'écologie et d'environnement. Avant d'aller plus loin, je voudrais donc dire quelques mots sur moi. En fait, on peut dire que je suis un écologiste. Puisque je suis investi depuis 30 ans maintenant dans des associations de protection de la nature et de l'environnement, notamment la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, qui est aujourd'hui la plus grande ONG en termes de membres, la plus grande ONG française sur l'environnement. Et puis j'ai été formé sur les questions environnementales dans le cadre universitaire, je suis ingénieur maître en environnement, et j'ai aussi fait une thèse sur l'écologie avec Chantal Delsol à l'université Paris-Marne-la-Vallée, qui est devenue l'université Gustave Eiffel. Donc on peut dire que je suis un écologiste. En même temps, je suis un écologiste qui est en rupture avec l'écologie. Parce que je suis un peu excédé en fait par deux choses. La première, c'est le catastrophisme, c'est-à-dire que si on écoute les discours d'aujourd'hui, on va tous mourir demain, quoi, et donc cette mise en scène de la crise, avec cette nécessité de répondre par des politiques très puissantes pour sauver la Terre, donc tous ces discours m'épuisent un peu, et je trouve qu'on est rentré aujourd'hui, que l'écologie est rentrée dans une période un peu irrationnelle. Et donc ça, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui me pose problème. La deuxième chose qui me pose problème, c'est que tout autour de l'écologie gravitent des sujets qui ne relèvent pas pour moi des questions environnementales. Et ça aussi, c'est un sujet de préoccupation majeure. Alors pour vous faire comprendre ça, il suffit de citer la plus grande écologiste du monde, pas par la taille, mais par, disons, la réputation, qui est Greta Thunberg. Donc Greta Thunberg nous dit la chose suivante: la crise climatique ne concerne pas seulement l'environnement, c'est aussi une crise des droits de l'homme, de la justice et de la volonté politique. Des systèmes d'oppression coloniaux, racistes et patriarcaux l'ont créé et alimenté. Donc on voit ici qu'on rentre dans des sujets qui n'ont plus grand-chose à voir pour moi avec le thème de l'environnement. Donc on voit que là on sort complètement des sujets environnementaux et qu'on agglomère des causes qu'on pourrait qualifier de progressistes, mais sans réelle rationalité. C'est-à-dire que pourquoi on accole toutes ces causes les unes aux autres, j'ai toujours pas compris. Et donc moi je n'aime pas le mélange des genres, et j'aimerais bien qu'on sépare un peu les choses. Moi je veux parler d'environnement, je veux parler d'écologie, même si je veux rompre avec elle, je vais expliquer pourquoi. Mais donc j'en ai un peu assez qu'on mêle l'environnement à tous ces sujets qui n'ont absolument rien à voir. Donc c'est en cela que je suis en quelque sorte en rupture avec l'écologie. Et justement, mon intervention d'aujourd'hui, ça va être d'essayer d'apaiser un peu les choses et de trouver des portes de sortie pour essayer de voir comment on peut lutter contre cette vision apocalyptique et cette vision systémique des choses, et comment on peut retrouver un peu de simplicité et de sérénité, parce que je pense que les questions d'environnement peuvent être traitées assez simplement. Or, aujourd'hui, on est embarqué en fait par le discours de l'écologie, on bégaye devant lui, on ne sait plus comment répondre, tellement il y a de choses à considérer, etc. Donc, je me propose, pour faire simple et pour résumer mon intervention, on pourrait dire ça comme ça, je souhaite éparpiller l'écologie façon puzzle, comme on le dit dans Les Tontons Flingueurs. Je
je dynamite, je disperse, je ventile, voilà ce qu'on disait dans le film, eh bien je veux faire un peu la même chose avec l'écologie. Et lorsqu'on aura fait ça avec le thème de l'écologie, quand il y aura des morceaux éparpillés un peu partout et qu'on va essayer de les écarter, eh bien on va découvrir en dessous eh bien, ce qu'on n'aurait jamais dû perdre de vue, qui est l'environnement. Alors justement, avant d'éparpiller l'écologie façon puzzle, je voudrais qu'on passe un peu de temps pour définir ce qu'est l'environnement. Et ce à quoi il va falloir revenir. Il va falloir remettre la balle au centre. On remet la balle au centre en reparlant d'environnement, en rompant avec l'écologie. Donc l'environnement, c'est extrêmement simple. L'environnement, les politiques d'environnement, c'est ces politiques qui vont permettre de lutter contre les pollutions, les nuisances et les risques qu'ils soient naturels ou industriels. Tout ce qui va permettre d'améliorer le cadre de vie. Et en fait, le cadre de vie, c'est une expression qui paraît un peu désuée, comme ça, qui est complètement disparue. Et à l'origine, pourtant, c'était une expression qui était très liée au domaine de l'environnement. Aujourd'hui, donc, le mot environnement a disparu complètement, et je pense justement que c'est significatif. Si vous regardez dans l'intitulé du ministère, si vous regardez dans les programmes des partis politiques, si vous regardez dans tous les débats à la télévision, sur les sites internet des associations, vous retrouvez systématiquement ce mot écologie. Qu'est-ce qu'on fait dans le domaine de l'écologie? Je pense que cette disparition du mot environnement et l'arrivée très puissante du mot écologie est le signe de quelque chose qui s'est passé. On s'est laissé embarquer dans quelque chose qui n'est plus rationnel, qui n'est plus de l'environnement. Alors je reviens à mon environnement. L'environnement, c'est la lutte contre les nuisances, les pollutions et les risques. C'est toujours la question qu'il faudra se poser quand on aura un débat sur ce sujet-là, c'est sommes-nous dans ce cadre? Est-on en train de parler de la lutte contre la pollution, les nuisances et les risques? Si nous ne sommes pas en train de parler de ça, nous sommes en train de mélanger tout et n'importe quoi. Donc, pour aller plus loin dans qu'est-ce que l'environnement, ces pollutions, nuisances et risques, on peut dire que c'est les sous-produits du développement, et donc du développement économique, et de la société industrielle. En fait, les politiques économiques vont revenir concrètement à aller puiser dans la nature de l'énergie et de la matière, et transformer cette matière grâce à l'énergie, donc de créer un nouveau monde artificiel, une technostructure, dans lequel les êtres humains vont vivre, et vont vivre plus facilement. En fait, nos vies sont largement facilitées par tout ce qu'on a mis en place, et toute la matière qu'on a transformée, et qu'on transforme au quotidien. Mais ces processus en fait de transformation créent des sous-produits, et qui sont des sous-produits naturels, je dirais, de ces processus. Et donc ce sont les nuisances, les pollutions et les risques. C'est intimement lié aux sociétés industrielles et au développement économique. Donc on ne peut pas dans ce cadre-là les éliminer. Si on élimine ces sous-produits, on élimine aussi le processus qui nous permet de vivre mieux. Donc les politiques de l'environnement ne vont jamais avoir pour ambition d'éliminer la pollution. Simplement, elles vont essayer de trouver ce qu'on appelle en économie de l'environnement un optimum de pollution, en fait. C'est-à-dire ce niveau de pollution qui va être acceptable pour ne pas créer des problèmes, par exemple, liés à la santé, mais qui ne vont pas aussi empêcher le développement économique. Ou en tout cas, pas trop le contraindre. Parce que justement, c'est ça le problème dans le cadre du développement économique, c'est que les préoccupations environnementales viennent toujours freiner, renchérir, ralentir les processus économiques. Si on prend en compte les questions environnementales, eh bien ça vient freiner tout ça. Donc tout l'intérêt, tout le devoir des pouvoirs publics de faire en sorte qu'ils soient intégrés en des normes, des législations sur ces questions-là. Mais il faut bien comprendre que ça vient freiner le développement économique. Et donc les politiques de l'environnement ne devront jamais être premières d'une certaine manière, elles ne vont jamais être l'objectif final. Les politiques de l'environnement vont toujours servir à accompagner les politiques économiques, pour les rendre plus vertueuses. C'est très important parce qu'elles n'ont pas à avoir l'ambition de tout régenter. Mais simplement, elles vont avoir l'ambition, donc, comme je le disais, d'améliorer, de parfaire le système. Donc, elles ne vont jamais remettre en cause la recherche du bien-être matériel des sociétés humaines.
Alors, une fois qu'on a compris ce qu'étaient les politiques de l'environnement, donc ces politiques qui servent, je le répète, à lutter contre les pollutions, les nuisances et les risques, et donc à améliorer notre cadre de vie, eh bien, on va essayer de comprendre maintenant qu'est-ce que le mouvement de l'écologie et en quoi il diffère en fait de l'environnement. L'écologie donc a une toute autre logique qui est beaucoup plus englobante. En fait, l'écologie a une vision systémique du monde. Ça, c'est aussi puisé dans la science de l'écologie. On a l'impression, disons, que dans la nature règne un équilibre, et un équilibre que l'homme serait venu rompre. Et donc, le fait qu'on rompe un équilibre, eh bien, ça amène à un certain nombre de rétroactions, et donc qui ont un impact négatif sur les sociétés humaines. S'il y a trop de pollution, effectivement, on peut imaginer le nombre de problèmes que ça peut poser. Et donc, en fait, l'écologie a postulé que l'homme venait remettre en cause des équilibres naturels. Or, je pense, moi, qu'il n'y a pas d'équilibre naturel dans la nature, il y a simplement des ordonnancements, et évidemment, rien n'est jamais figé. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'équilibre, en fait. Tout est constamment en évolution, en fait. Et c'est vrai que le développement assez spectaculaire, il faut reconnaître, des hommes, eh bien, provoque des recompositions assez aussi spectaculaires de l'environnement naturel, disons. Mais c'est pas parce qu'il y a une recomposition que ça va forcément impliquer des catastrophes, y compris pour l'humanité. Mais en tout cas, c'est ce que postule l'écologie. Et elle postule plus précisément, puisqu'on remet en cause un équilibre, elle postule l'arrivée d'une crise écologique. En fait, ça c'est le mot principal qu'on entend un peu partout. Nous sommes entrés, dit-on, dans une crise écologique. Alors ça, l'écologie le dit depuis assez longtemps, je dirais depuis la naissance de l'écologie au XIXe siècle. En fait, et je trouve que d'ailleurs l'écologie a une espèce d'intuition là, mais on pourrait tous avoir la même si vous voulez, parce que c'est vrai que l'être humain se développe de façon tellement spectaculaire, il transforme tellement de choses, il consomme tellement de matières premières, etc. On se dit, mais comment cela peut être durable? Comment les êtres humains vont pouvoir poursuivre leur développement en sachant qu'ils consomment autant, qu'ils remettent qu'ils bousculent tout en fait. Et donc les écologistes ont postulé des effondrements, des catastrophes liées à l'épuisement des ressources naturelles, à l'épuisement des ressources en eau par exemple, mais aussi au fait qu'il y ait trop d'hommes sur Terre, donc des problèmes démographiques, des problèmes liés aux rendements agricoles, etc. Et donc ils ont comme ça annoncé à intervalles réguliers des problèmes qui allaient se poser dans l'avenir, des problèmes, et par exemple le Club de Rome a annoncé une décroissance forcée liée à un certain nombre de paramètres, dont la consommation trop importante de ressources naturelles, l'augmentation de la population mondiale, etc. Eh bien, si vous voulez, le temps a fini par passer quand même, par rapport à ces prédictions. Et c'est vrai que les catastrophes n'ont pas eu lieu. Et en même temps, ce qu'on peut remarquer, et c'est là où les écologistes devraient de temps en temps se remettre en cause, c'est qu'ils devraient quand même remarquer cette chose incroyable, c'est que l'humanité s'est développée de façon spectaculaire et sans vraiment de problème en fait. On est passé entre 1800 et aujourd'hui, entre 1 milliard, on est monté de 1 milliard d'habitants à 7-8 milliards d'habitants. Et dans le même temps, on a fait baisser la pauvreté, l'espérance de vie a augmenté de façon assez spectaculaire un peu partout dans le monde, et donc on pourrait dire que l'espèce humaine se porte mieux, en tout cas se porte bien. Donc ce qui est extraordinaire, c'est de mettre comme ça en scène une crise avec une telle verve, et en même temps de voir que l'humanité se porte peut-être pas comme un charme, mais enfin, si vous aviez une espèce animale, n'importe laquelle, qui avait augmenté ses effectifs de façon spectaculaire, mais vous demandez à des écologistes, ils vous disent que l'espèce en question se porte très bien. Mais donc, pour l'être humain, ça en serait différemment, en fait. Donc c'est assez marrant de mettre en lumière comme ça une crise, alors même que le développement de l'espèce humaine est tout à fait spectaculaire et qu'il a réussi à améliorer ses conditions de vie. Donc, on devrait quand même se poser un certain nombre de questions. Et donc, ce que je voudrais vous faire passer comme idée, c'est que le discours sur la crise, oui, est un postulat.
C'est une spéculation, c'est une hypothèse, mais ce n'est pas la réalité en fait. Le fait qu'on soit rentré, rien n'indique concrètement que nous sommes entrés dans une crise écologique, si ce n'est à une réflexion d'ordre spéculatif, qui peut être juste, peut-être qu'on est rentré dans une crise et qu'on ne le voit pas, et que dans 10 ans, 20 ans, on va voir vraiment les effets de cette crise. Mais on ne peut pas constamment repousser les effets de la crise. Il y a bien un moment où le discours sur la crise devra se matérialiser, disons. Or, justement, on a dû... Elle ne se matérialise pas, et c'est ça qui est extraordinaire et qui devrait nous faire nous poser un certain nombre de questions. Mais alors, justement, puisque l'écologie a vu que toutes les catastrophes qu'elle a mises en lumière ne se sont pas produites, qu'elle a annoncées plutôt, parce que plein de catastrophes annoncées ne se sont pas produites, eh bien, elle a commencé à mettre derrière le discours de la crise des phénomènes qui sont ceux d'abord du changement climatique et celle de la biodiversité. C'est le deuxième thème qui arrive avec force derrière la question de la biodiversité, derrière la question du changement climatique. Et donc moi je pense que notamment on va venir très vite au changement climatique, mais je pense que la mise en lumière de cette crise, ce qu'on appelle une crise climatique, alors qu'au quotidien on ne la voit pas, eh bien, c'est aussi une manière facile, parce que c'est un sujet tellement vaporeux, tellement immense, on a du mal à le palper, si vous voulez savoir ce que c'est exactement. Mais je pense que justement, c'est inconscient, c'est peut-être un choix inconscient, mais c'est un choix tactique, d'une certaine manière, de l'écologie, parce que toutes les crises annoncées, on a pu regarder dans les faits que c'était pas vrai, finalement. Pas, sur la démographie par exemple, ou sur les ressources naturelles. Mais si vous prenez un sujet comme le climat, qui est censé avoir des conséquences, je sais pas moi, dans 100 ans ou dans des millénaires même, parce qu'on ne sait pas vraiment, c'est plus difficile à réfuter. C'est peut-être plus difficile à étayer comme hypothèse, bien qu'ils le fassent, mais c'est encore plus difficile à démontrer que ben non, vous avez tort. De toute façon, s'ils ont tort, on ne le saura pas, on le saura dans 100 ans, donc je veux dire, tout est possible dans ce cas-là. Et la biodiversité, c'est un peu d'ailleurs le même sujet. Comment réfuter, comment penser, quelles seront les conséquences quand elles vont avoir lieu? On ne sait pas, on est dans le flou complet là. C'est beaucoup plus efficace que la mise en scène d'une crise par rapport aux ressources naturelles, puisqu'on voit qu'on en trouve toujours. Donc, l'écologie, donc, qui a cette vision systémique, qui parle de crise, et surtout le corollaire de la crise, est-ce que c'est là où je voulais en venir, c'est que le corollaire au discours sur la crise, c'est que l'écologie dit que nous devons mettre en œuvre des politiques de salut public. Et c'est aujourd'hui ça, malheureusement, qui est devenu l'écologie. L'écologie nous dit qu'il faut mettre en œuvre des politiques de salut public. C'est comme quand vous avez une maison, vous avez un toit qui fuit, avant de vous occuper de n'importe quel sujet, il faut réparer votre toit. C'est une politique de salut public. Après, on pourra discuter, après, on pourra voir ce qui se passe. Donc, ces politiques, cette vision du monde, systémique, vision de crise à laquelle on répond avec des politiques de salut public, forcément, les politiques écologiques devront régenter l'organisation de la société. Elles devront être premières. Donc on n'est plus du tout dans le cadre de l'environnement de tout à l'heure, de petit environnement qui s'occupe du cadre de vie, des sujets modestes, etc. C'est tout l'inverse aujourd'hui. Les politiques d'environnement veulent accompagner celles du développement économique en pensant que tout va bien, il faut juste traiter les sujets puisqu'il y en a, traiter les pollutions, les nuisances et les risques. Non, là, il faut régenter la société. Nous ne sommes plus dans l'accompagnement, nous sommes dans des politiques qui doivent régenter. Et donc, ces politiques tournent beaucoup autour de la question climatique. Donc je vais commencer par celle-là. Et donc pour vous faire plaisir, on va essayer de dynamiter, donc on va commencer à dynamiter le puzzle, comme on dit dans le film. Et donc il faut dynamiter l'histoire du changement climatique. Et on va essayer de voir pourquoi et comment on peut dynamiter ce sujet-là pour essayer d'y voir plus clair. Alors, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un sujet qui a pris une place considérable. Si vous enlevez le sujet du changement climatique
du discours sur l'écologie, mais qu'est-ce qui reste en fait? C'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout tourne autour de cette question-là. Et c'est le reproche moi que je fais, c'est que finalement ce sujet-là du CO2, puisque c'est de ça qu'il s'agit, des gaz à effet de serre, mais pour résumer et pour aller vite, je parlerai de CO2. Cette question du CO2 a pris une place considérable, qui fait qu'on oublie absolument tout le reste, tous les autres sujets environnementaux. Alors j'exagère un peu parce qu'on en entend quand même un peu parler des autres sujets, mais la plupart quand même des politiques écologiques parlent de ce sujet du CO2. Donc il phagocyte absolument tout. Alors, pour parler de ce sujet-là, d'abord ce qu'il faut dire, c'est que vous voyez, le CO2, l'histoire du changement climatique, c'est aussi le postulat que nous sommes, le postulat d'un équilibre mythique, d'un équilibre climatique mythique. Parce qu'en fait, c'est ça, on bousculerait le climat parce qu'on rejetterait du CO2, donc lié aux consommations d'énergie fossile notamment. Et donc, on déséquilibrerait un équilibre. Mais en fait, il n'y a jamais eu vraiment d'équilibre climatique. Enfin, l'équilibre climatique est un mythe. C'est-à-dire que le climat change régulièrement. Ça, on sait qu'il y a des périodes glaciaires et interglaciaires. Ça, c'est reconnu par tout le monde. Mais à l'intérieur même de ces périodes glaciaires et interglaciaires, vous avez des évolutions climatiques, des cycles, en fait. Des cycles qu'on ne comprend pas bien. Mais il faut se sortir de l'idée qu'il y aurait finalement un climat particulier, comme ça, extrêmement stable. Nous sommes toujours dans le cadre d'une évolution. La nature, de toute façon, est toujours en évolution. Alors la question que pose, la question posée, c'est est-ce que le CO2 anthropique, d'origine anthropique, est un polluant? Puisqu'il faut toujours revenir à ma question de départ, est-on dans le domaine de l'environnement? Est-on dans le domaine de la réduction des pollutions, des nuisances et des risques? Donc, le CO2 est-il un polluant? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Alors, à cette question-là, bien la plupart des écologistes répondent oui, si vous regardez un peu ce qui se passe. Les climato-réalistes, je vous invite d'ailleurs à découvrir l'association des climato-réalistes qui font un travail intéressant sur ce sujet-là du climat, disent, écoutez, on ne peut pas considérer le CO2 comme un polluant, parce que le CO2, c'est un élément naturel, et c'est, disons, la nourriture des plantes. Et c'est vrai que c'est la première nourriture des plantes, c'est-à-dire que sans CO2, on serait bien embêté, et même au-dessous d'un certain niveau de CO2, les plantes commenceraient à mourir, et donc la plupart de la vie telle qu'on la connaît sur Terre disparaîtrait. Donc effectivement, comme c'est une nourriture des plantes, on ne peut pas dire que c'est un polluant. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que vous pouvez avoir des éléments naturels qui peuvent être, dans certains contextes, des polluants. Hein, pour prendre un exemple un peu marrant, dans mon Auvergne natale, en 1814, les Autrichiens débarquent, et donc ils achètent du fromage, des meules de fourme d'Ambert aux Auvergnats, et donc ils repartent dans l'encartement, et puis ils commencent à vouloir manger les meules, et puis évidemment, en coupant le premier morceau, ils se rendent compte qu'il y a de la moisissure partout. Oui. Donc ils pensent qu'ils se sont fait berner par ces malins Auvergnats, et puis donc, comme c'est pourri, eh bien, ils balancent tout à la rivière, au ruisseau. Et toutes les truites se retrouvent sur le dos. Et donc, la fourme d'Ambert, c'est un produit naturel, disons, évidemment issu d'une transformation. Enfin bon, tout est naturel et tout est bon dans la fourme d'Ambert. Mais dans certains contextes, s'il y en a trop, c'est comme le lisier, s'ils en mettaient plein dans la rivière, eh bien, ça va poser problème et ça va tuer, par exemple, les populations de poissons. Donc, la fourme d'Ambert peut être un polluant. Le CO2, s'il crée des bouleversements si importants que il crée des crises sanitaires, des morts un peu partout, évidemment, on peut considérer d'une certaine manière que c'est un polluant. Alors, sur cette question-là, le CO2 est-il un polluant? La messe n'est pas dite, en fait. Que le CO2 d'origine anthropique soit à l'origine du changement climatique est une hypothèse scientifique, mais là où il faut faire attention, c'est que cette hypothèse scientifique n'est pas partagée par tout le monde, en fait. Un certain nombre de climatologues ou de scientifiques qui gravitent autour de la climatologie estiment que le CO2 n'a pas d'impact
sur le climat. Ou en tout cas que, même si le CO2 peut avoir un impact, cet impact peut être tout à fait négligeable. Et donc, l'histoire de l'unanimité des scientifiques sur le fait que le CO2 anthropique va créer des bouleversements climatiques, un réchauffement climatique, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'unanimité scientifique sur le sujet. Donc, le consensus est un mythe. Ce qu'il faut rappeler également sur le CO2, c'est que il faut quand même toujours avoir ça à l'esprit, c'est que le CO2 est un gaz rare en fait, puisqu'il représente que 0,04% de l'atmosphère. Donc on pourrait dire que c'est un gaz qu'on retrouve à l'état de trace. Alors en même temps, c'est pas parce qu'on le retrouve à l'état de trace qu'il n'a aucun impact. On le voit sur le verdissement de la Terre, il est à l'origine du verdissement des plantes, de la photosynthèse, etc. Donc même s'il est un gaz rare qu'on trouve à l'état de trace, eh bien c'est un agent puissant quand même. Est-il puissant au point de bouleverser le climat ? C'est une autre question, et sur lequel moi je suis particulièrement sceptique. Je ne l'étais pas autrefois, mais à partir du moment où je me suis intéressé au sujet, je pense que il y a énormément de questions derrière cette hypothèse. En tout cas, les médias ne rapportent pas les débats scientifiques sur cette question. Donc ce qu'il faut dire sur le climat, c'est que, en fait, si on regarde ce qui se passe, si on essaye d'être un peu objectif, en mettant l'hypothèse de côté, c'est qu'il y a eu effectivement une augmentation de la température moyenne de la Terre, et ça, personne ne conteste, les climato-sceptiques ne contestent pas ce sujet-là. Donc, cette augmentation de la température moyenne de la Terre a été d'à peu près 1 degré au cours du XXe siècle et c'est des débuts XXIe, un peu plus qu'1 degré. Mais si on regarde les autres données, il n'y a pas de données véritablement alarmantes. C'est-à-dire, si vous regardez la fréquence et l'intensité des événements météorologiques, vous ne verrez pas de tendance à l'augmentation, ça même le GIEC le reconnaît. Vous ne verrez pas de montée spectaculaire du niveau des océans, ça c'est aussi pour l'instant extrêmement stable. Ensuite, comme progression, disons. Ensuite, si vous regardez les surfaces de glace au pôle Nord et au pôle Sud, vous vous rendez compte aussi que c'est très stable, en fait. Regardez les courbes. Hein. Alors d'abord, il faut aussi relever le fait qu'on a des données, mais extrêmement récentes. Hein. Les données satellitaires sur la surface des pôles datent de 1979. Donc on a très peu de recul, en fait. Donc en fait, à part l'histoire à part l'augmentation objective des températures moyennes de la Terre, on ne peut pas dire qu'il y ait des signes alarmants. Donc toute l'alarme est liée à des spéculations. Alors ces spéculations, pourquoi pas, peuvent être vraies, mais pour l'instant, rien n'est prouvé. Donc on est en fait, moi ce que j'aimerais passer comme idée sur ce sujet-là, c'est qu'on est dans un domaine d'incertitude complet. On est dans le flou complet. On est dans le flou sur la théorie globale du réchauffement climatique dû au CO2 anthropique. C'est l'hypothèse de départ. On est dans le flou complet sur les effets de ces évolutions climatiques. On peut très bien avoir des effets très négatifs sur certains endroits, positifs sur d'autres, ou neutres. C'est pas tout à fait clair. Donc des incertitudes sur les effets. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, on a des incertitudes complètes sur les effets des politiques menées au nom du changement climatique. C'est-à-dire que nous sommes en train de dépenser des milliards d'euros à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde, dans bien des pays, pour lutter contre un changement climatique. Mais nous sommes incapables d'évaluer ces politiques-là. Nous ne savons pas quels seront les effets. Nous ne savons pas où se produiront les effets. Nous ne savons pas quand se produiront les effets. Nous ne saurons pas relier un effet à une cause, un effet à une politique. En fait, j'arrête pas de le répéter, sur ces questions-là du climat, nous sommes dans un angle mort de la raison politique. On ne maîtrise pas le climat politiquement. C'est des phénomènes qui s'inscrivent dans des temps trop longs, c'est des phénomènes trop chaotiques, trop complexes.
Et penser qu'on peut maîtriser le climat, je pense que c'est une utopie complète. Et on pourrait dépenser des milliards d'euros, absolument, des sommes considérables, sans pouvoir avoir la moindre idée de l'impact qu'on aura eu, si donc on a eu même un impact. Donc ces politiques aujourd'hui posent problème. D'autant plus qu'elles captent des moyens très importants qui pourraient être utilisés à d'autres choses, et qu'elles aussi désorganisent d'autres politiques. Je pense notamment à la politique énergétique. On veut passer en fait d'un système économique parfaitement rodé à un nouveau système avec des mécanismes incertains, et donc on peut créer des problèmes absolument considérables. Donc je pense que ce sujet-là du climat, le problème c'est qu'on ne peut pas le traiter politiquement. Et que la chose qui rend encore plus incroyable ces politiques-là, c'est que en fait on a déjà un certain recul. C'est-à-dire qu'on a fait des efforts, on a fait des politiques, et on se rend compte qu'en fait on n'arrive pas à maîtriser la production du gaz carbonique. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une seule échelle à laquelle il faut mesurer cette production, c'est à l'échelle planétaire. Et en fait, on a un impact, les efforts entrepris par la France ont un impact, mais infinitésimal, sur le sujet. Et donc, peut-on dépenser des milliards de façon impunément ? Il faut quand même revenir à un peu de raison sur ces questions-là. La crise du Covid, apparemment, selon certains chiffres, a permis de baisser les émissions de CO2 entre 4 et 7%, enfin ça dépend des études, mais il faudrait qu'on fasse ce genre d'effort pendant des décennies, et on voit le genre de crise économique que ça demande. Donc on doit rentrer dans une phase de décroissance absolument considérable pour aboutir aux objectifs de décroissance de la production de CO2. Donc mon message est la première façon d'éparpiller l'écologie sur sa façon puzzle, c'est d'éparpiller les politiques de changement climatique. Il y a trop d'incertitudes qui se cumulent les unes aux autres. Nous sommes incapables d'évaluer nos politiques. Et quand nous faisons des actions sur ce domaine-là, elles n'ont pas d'impact et nous n'arrivons pas à les faire. On se réunit dans des conférences internationales où il y a plein de gens très intelligents, mais au bout du compte, ça ne change absolument rien. Donc, il faut tout simplement abandonner cette ambition complètement démesurée de vouloir maîtriser le climat. Et en fait, je pense qu'en faisant ça, on va renouer aussi avec un discours assez ancien de l'écologie, qui a toujours été le suivant. L'homme est cet être assez incroyable qui a la prétention de vouloir maîtriser la nature. Mais qu'est-ce que veut l'écologie aujourd'hui, si ce n'est maîtriser la nature en voulant maîtriser le climat? Sur quelle manette elle peut agir pour essayer de maîtriser les climats, le temps qu'il va faire dans les décennies, siècles et millénaires à venir? Enfin, il y a quelque chose d'absolument irrationnel, en fait. On est rentré dans une période totalement hallucinante. Nous ne maîtriserons jamais le climat. Nous ne maîtriserons jamais nos productions de CO2, en tout cas par un acte de liberté. Si un jour nos ressources s'épuisent, évidemment, on va diminuer nos rejets de CO2. Bon, je crois que d'abord, il faut abandonner cette idée-là. C'est un gros morceau, mais une fois qu'on s'en est débarrassé, on va pouvoir respirer un petit peu. Alors, une fois qu'on a parlé de ce sujet climatique et qu'on l'a mis de côté, il faut mettre, je pense, de côté un autre sujet qui est en train d'arriver de façon très puissante et qui est un peu aussi comme le sujet climatique, un peu vaporeux, un peu difficile à comprendre, un peu difficile à cerner. Et aussi, justement, qui annonce une crise, mais enfin, on ne sait pas trop quelle forme elle va prendre. Et donc, évidemment, ça sera aussi, encore une fois, plus dur de contrer ce discours, parce que il est difficilement... on a des difficultés à l'appréhender. Donc, ce sujet-là, c'est celui de la biodiversité.
Alors, la biodiversité, c'est un sujet qui m'est cher, parce que moi, je suis un passionné de biodiversité, je suis un naturaliste à l'origine. Les naturalistes, ils adorent la biodiversité, hein. C'est pour ça qu'ils font des collections dans les muséums, des collections célèbres, et plus il y a de diversité, et plus ils sont contents. Donc ça, il ne faut jamais oublier qu'en fait, aussi, les écologistes, les naturalistes, agissent pour la biodiversité, pas pour sauver la Terre, mais pour agir pour leur propre passion, qui est celle de la diversité des espèces. Et j'essaie de l'expliquer d'ailleurs au début du livre notamment. Donc la diversité, la biodiversité, c'est la diversité biologique, la diversité des espèces animales et végétales. Mais au-delà aussi, c'est les sous-espèces, la diversité. On est dans la génétique, donc il y a des sous-espèces. Et puis aussi, à l'intérieur des populations, eh bien, il y a des différences génétiques, de la diversité biologique. L'ours des Pyrénées ne ressemble pas tout à fait à l'ours slovène, d'ailleurs qu'on réintroduit. Donc, vous voyez. Donc, protéger la biodiversité à l'échelle du globe, je veux dire, si on veut protéger la cigogne, le vautour, là, politiquement, ça sera assez simple. On va mettre en œuvre des actions pour sauver les cigognes. Bon, on va pouvoir voir à peu près comment on va agir. C'est pas très compliqué. Maintenant, il faut agir pour la diversité des espèces. Alors le premier problème sur ce sujet-là, c'est que la diversité des espèces, c'est une photographie en fait à un instant T. Et en fait, c'est une vision extrêmement figée de la réalité, alors que, comme je l'ai dit au début, la nature est toujours en réordonnancement. Il y a toujours des évolutions, jamais il y a un équilibre, jamais c'est statique. Et la théorie de l'évolution le montre. Et d'ailleurs, il y a toujours des nouveaux contextes, et les êtres vivants s'adaptent à ces nouveaux contextes. C'est, je dirais, l'évolution normale. Alors vouloir faire une photographie de la diversité biologique, et ensuite vouloir plus en bouger, il y a quelque chose qui est un peu problématique déjà dans la définition de l'action, en fait. Ou alors il faudrait être cohérent, c'est-à-dire que si on veut protéger la diversité des espèces, dans la mesure où une espèce prend de plus en plus de place, que cette espèce c'est l'être humain, forcément elle va avoir tendance à diminuer la biodiversité. Mais donc si on veut être cohérent, il faut diminuer le nombre des hommes, il faut avoir une action pour empêcher le développement des êtres humains. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas faire l'un et l'autre, protéger la biodiversité, et puis laisser les hommes se développer comme ils le font. Donc vous voyez, il y a un problème aussi, c'est de cohérence, c'est-à-dire que les écologistes, bien qu'ils parlent un peu parfois de démographie, ils n'ont jamais voulu mettre en place des politiques de stérilisation, etc. Et pourtant, on se demande c'est ce qu'il ne faudrait pas faire pour sauver la biodiversité. Donc, il y a donc toutes ces questions quand même de fond au départ, premièrement. Deuxièmement, je reprends ma question de départ, qu'il ne faut jamais oublier. Sommes-nous dans le cadre de la lutte contre les pollutions, les nuisances et les risques? On veut sauver la diversité des espèces. Est-ce que la diminution de la biodiversité est une pollution? Non, une nuisance. À la rigueur, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Un risque, y a-t-il un risque? C'est toutes ces questions-là, en fait. En quoi ça pose problème que la biodiversité diminue? Et en fait, je crois qu'il n'y a pas de problème économique. Il n'y a pas de problème, comment dire, si la biodiversité diminue, ça ne va pas désorganiser la vie des hommes. Ça ne va pas désorganiser l'économie de la nature. Rien va se passer grossièrement. Il y aura une réorganisation, un réordonnancement, mais pas de drame, pas ce genre de choses. En fait, on peut prendre un exemple stupide, on fait disparaître du jour au lendemain l'ensemble des fauvettes du monde. Allez, tiens, prenons le monde entier, du jour au lendemain, il n'y a plus de fauvettes, ce sont ces petits oiseaux. Que va-t-il se passer, concrètement? Le monde va-t-il s'effondrer? Il y a un certain nombre d'espèces qui ont déjà disparu de la surface du globe. Que s'est-il passé? Rien. Elles ont disparu. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, parce j'ai l'impression là d'être un fossoyeur de la biodiversité ou quelqu'un qui s'en moque. Je m'en moque pas. Ça me chagrine que certaines espèces disparaissent. Mais en même temps, je dois reconnaître que ce n'est pas une question utilitaire, ce n'est pas une question économique, ce n'est pas une question de survie. Je dois reconnaître que nous ne sommes pas dans le cadre
de la lutte contre la pollution, les nuisances et les risques. Nous sommes dans autre chose. Et je pense que nous sommes dans ce qu'on appelle la protection du patrimoine. En fait, protéger la nature, ça je l'explique aussi dans le livre, c'est protéger un patrimoine. Nous avons des églises, des châteaux forts, un patrimoine historique qu'on pourrait qualifier d'immatériel. Même celui-là est matériel, puisque c'est des vieilles pierres. Mais donc, la cuisine, c'est un patrimoine immatériel. Eh bien, les espèces, c'est aussi du patrimoine. Mais nous ne sommes pas dans le domaine de l'environnement. Et en fait, moi, je pense que la protection des espèces animales, végétales, enfin toutes les espèces en général, ont été mis dans le domaine de l'environnement de façon impropre. Ça ne relève pas de l'environnement. Ce n'est pas des questions d'environnement, c'est des questions de patrimoine. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut agir pour les espèces. Il faut arrêter de nous faire croire que la disparition de certaines espèces va entraîner des catastrophes. Ce n'est pas vrai. Il ne va pas y avoir des organisations de l'économie de la nature ni de l'économie des hommes. Il ne va pas y avoir d'effondrement. D'ailleurs, il n'y a pas d'effondrement, il ne faut pas exagérer. Il y a une recomposition. Effectivement, je pense qu'il y a une diminution de la biodiversité, mais je ne pense pas qu'on en ait à des phénomènes catastrophiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour éparpiller l'écologie façon puzzle, il faut éparpiller le domaine de la biodiversité, ou plutôt il faut le transférer. On va le transférer doucement de ce ministère de l'environnement au ministère de la culture. Et on va créer un ministère de la nature et de la culture qui va s'occuper de ces questions-là qui ne sont pas d'ordre utilitaire, d'ordre économique, d'ordre environnemental. Et le ministère de la Culture et de la Nature a existé en France, pas pendant très longtemps. Alors je ne sais plus dans quelles années c'était, etc. C'était exactement. Mais ce ministère a existé. Et je pense qu'il faut le recréer parce qu'en fait, avec cette question de la biodiversité, il y a un mélange total des genres, comme c'est si bien le faire l'écologie. L'écologie mélange tout. Il faut arrêter de tout mélanger. Donc, débarrassons-nous du sujet de la biodiversité, ou plutôt transférons-le au ministère de la Culture. Et on va faire des journées du patrimoine, et ça sera des journées du patrimoine naturel et culturel. Et là, dans ce cadre-là, je suis pour qu'on fasse beaucoup d'efforts pour sauver ces espèces que j'adore. Alors, voilà comment on a pu commencer à pulvériser le domaine de l'écologie. Il faut poursuivre un peu sur sa lancée. Et je vous ai parlé du ministère de l'Environnement, et je voudrais continuer, ça va être la dernière idée que je vais développer pour pulvériser l'écologie, c'est qu'aujourd'hui, le ministère de l'Environnement a enflé de manière progressive, et a enflé de manière trop importante. C'est justement, et c'est assez naturel, parce que comme la vision systémique de l'écologie domine, eh bien, ça se traduit par le fait qu'on ait confié au ministère de l'Environnement des missions qui n'étaient pas les siennes au départ. Et donc, on a fait un grand ministère de l'Environnement au moment où Nicolas Hulot a fait son pacte écologique. On a créé le ministère de l'écologie, dans lequel on a mis les transports, l'équipement, on a fusionné l'équipement et l'environnement. Et on a mis aussi dans ce ministère de l'écologie les politiques d'énergie. Eh bien, je pense que là, on est sorti. Le ministère, en faisant ce grand ministère, c'est un peu dangereux, si vous voulez, parce que, encore une fois, les politiques d'environnement doivent accompagner les politiques économiques par des mesures particulières, des normes, des législations. Et toutes les politiques, disons, sectorielles doivent intégrer le sujet environnemental. Mais celui-ci ne doit pas dominer, parce que s'il domine, la logique environnementale va l'emporter. Et la logique environnementale, c'est toujours celle qui va pousser le bouchon trop loin vers le zéro pollution, si vous voulez. Et si on arrive à ces niveaux-là, on bloque complètement en renchérissant trop et en ralentissant trop l'activité économique. Et c'est à mon avis assez grave ce qui se passe. On a même essayé de mettre les affaires maritimes, la pêche dans le ministère de l'Environnement, on a réussi d'ailleurs dans le ministère de l'Écologie, et c'est revenu dans le ministère agricole, de l'Agriculture, heureusement.
En fait, une politique des transports n'est pas là pour réduire les pollutions, les nuisances et les risques. Une politique de l'énergie n'est pas là pour réduire les pollutions, les nuisances et les risques. Une politique des transports, c'est faire en sorte qu'on ait des transports, des infrastructures de transport efficaces. Une politique énergétique est là pour qu'on ait des ressources, assurer l'approvisionnement en ressources pour produire de l'énergie, bon marché si possible. Mais les politiques de l'énergie n'est pas là pour répondre à des sujets environnementaux. Ceux-ci vont se greffer autour des politiques énergétiques, on va essayer de les rendre plus vertueuses, mais la logique environnementale ne doit pas dominer. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème sur ces sujets-là, c'est que si on fait dominer la logique environnementale, nous allons désorganiser ces politiques-là et arriver à des politiques inefficaces, et c'est ce qui est, je crois, en train de se passer sur l'histoire énergétique. On voit tout ce qui s'est passé au niveau du nucléaire, on voit l'argent considérable qui est mis sur les ressources renouvelables type éolien, et on voit les problèmes que ça pose. Je pense qu'il faut sortir toutes les politiques sectorielles du ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement doit s'occuper des nuisances, des pollutions et des risques, de l'eau, des installations classées, des sols, de l'air, des risques naturels et industriels, etc. Et du cadre de vie. Pourquoi pas planter des arbres, etc. Tout ce qu'on veut, pas pour faire de l'oxygène ou capter du CO2, mais pour améliorer le cadre de vie, etc. Ça, c'est de l'environnement. Le reste, on doit s'écarter de cette idée de faire des grands ministères de l'environnement qui vont avoir vocation à régenter et qui vont, où la logique environnementale va prendre le dessus et va produire des organisations. Donc c'était un peu la dernière idée que je voulais développer, parce que j'ai pas trop le temps de développer d'autres idées. Pour éclater l'écologie façon puzzle, il faudrait aussi se débarrasser de ce concept qui est, à mon avis, qu'un concept, justement, celui de développement durable, qui fait aussi des mélanges des genres entre des aspects sociaux. On vous explique maintenant que la parité, c'est bon pour l'environnement, que la démocratie, c'est bon pour l'environnement, toutes ces choses-là qui n'ont rien à voir. Arrêtons le mélange des genres, et la théorie du développement durable, les politiques de développement durable, des associations, des entreprises, des communes qui essayent de mêler le social, l'environnemental, tout cela, ça ne relève pas de la pollution, des nuisances et des risques. Donc aussi, il faut l'éparpiller. Et en ayant cette manière de voir, je pense qu'on va simplifier les choses et on va pouvoir maîtriser notre sujet. Plus on s'enfonce dans l'écologie et sa vision systémique, et plus on arrive à un système explicatif du monde et qui nous emmène dans des ornières, qui nous amène dans des voies sans issue, inefficaces. Donc je pense qu'il faut revenir à un peu de raison. Enfin, je voudrais, pour finir, parler un peu de sujets aussi qui ont tendance à développer les souverainistes, puisque je m'adresse à des souverainistes, que justement, puisqu'on est embarqué un peu dans ce sujet-là de l'écologie, qui n'est pas vraiment de l'environnement, eh bien, on a tendance à dire que il faut développer le local contre le mondialisme, et que ça, ce sont aussi des vraies politiques écologiques, etc. Non, ça on fait ce qu'on veut, on peut faire du produire localement, mais ça ne sera pas pour répondre à la lutte contre la pollution, les nuisances et les risques. Nous serons aussi dans autre chose là. Ne recyclons pas les manières de faire des écologistes en inventant notre propre écologie souverainiste. Sortons au contraire de cette écologie qui essaye d'englober absolument tous les sujets. Arrêtons d'avoir cette vision systémique qui fait que chaque chose est expliquée par un égarement de l'être humain qui serait plus proche de la nature, parce qu'il oublierait, qu'il aurait oublié sa relation avec la terre, avec le sol, avec ses agriculteurs, et je ne sais quoi. Tout ça, je pense, sont des sujets périphériques qui ne sont pas des sujets environnementaux. Donc voilà ce que je voudrais dire, et sur quoi je voudrais finir. Essayons de ranger un peu les choses dans leur panier là,
mélangeons pas tout, et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je milite. Je milite pour qu'on en finisse avec l'écologie et pour qu'on renoue avec l'environnement. Merci à vous. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.